say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue à toutes et à tous. Ce matin, on vous a concocté une émission formidablement dédiée aux arts. Il y en aura pour tous les goûts, pour les petits et pour les grands. On va parler arts plastiques, cirque et performance. Et avec nous ce matin pour explorer toute cette palette créative, Mélanie Reynel, bonjour. Vous êtes responsable de la Petite Académie de Rennes. Isabelle Salio, vous êtes coordinatrice artistique du festival Cirque ou Presque. Et Éole Geffroy, vous êtes artiste plasticien. Bienvenue à tous les trois. Alors vous baignez tous les trois dans le monde artistique, chacun à votre manière. Peut-être pour commencer, quelle a été votre porte d'entrée, Mélanie Reynel? Alors moi j'avais le projet d'ouvrir une école d'art à Rennes. Ouais. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la Petite Académie. J'avais envie d'ouvrir un lieu plein de gaieté et puis on puisse venir créer en toute décontraction pour les enfants et puis pour les adultes. Voilà, ça a été la découverte pour moi. Et vous, votre rapport à l'art, il a commencé quand? Moi, il a commencé très tôt. J'ai une formation artistique en art et puis j'ai été aussi à mon compte en tant qu'illustratrice et graphiste. C'est quelque chose qui remonte à l'enfance pour vous, Isabelle Salio, de Ouais, baigner aussi. dans les arts? Moi, ça a commencé avec la musique, depuis, je sais pas, moi, l'âge de 10 ans, je chante, je compose, et je suis dans des groupes depuis l'âge de 14 ans, donc des groupes de rock, de funk, de chansons, avec des groupes de reprises, des groupes de compos. Puis j'en ai toujours fait, à petite échelle, avec des petits concerts de ci, de là, mais voilà, je me suis jamais arrêtée là-dessus. Et puis après, dans les grandes lignes, j'ai travaillé au Festival du Grand Soufflet, donc le biais de la musique, pendant à peu près 7 ans. Et puis le le cirque cirque quand contemporain en 2010. D'accord. Et quand je suis tombée dans le cirque contemporain, waouh, quoi, je me suis dit génial cette discipline. Ouais. Quand on met un pied dedans, on n'a plus envie d'en sortir. Qu'est-ce qui vous a émerveillé au début? En fait, c'est vraiment une discipline artistique qui mêle plusieurs genres artistiques. Au-delà sur fond de prouesse physique, on a également du théâtre, donc des mises en scène, une vraie écriture, des musiciens en live souvent. Donc c'est vraiment très complet, très riche. Et puis on a des artistes qui se réinventent tout le temps autour de leurs agrès, qui inventent aussi de nouveaux agrès. C'est en perpétuelle évolution. C'est ça, c'est vraiment un art sans arrêt qui se renouvelle. Et puis qui touche tous les âges, vraiment. Et moi, ce que j'aime, c'est surtout sous chapiteau. D'accord. Parce que sous chapiteau, on a vraiment un regard à 360 degrés. Et puis c'est une ambiance aussi. C'est une ambiance. Et puis il y a comme une contagion, en fait, une contagion heureuse qui se propage à travers le public, au-delà du spectacle que l'on voit. Quel artiste étiez-vous, Éole Geffroy, quand vous étiez petit? Déjà artiste dans l'âme? Ouais, bien sûr. Moi, je suis pareil, issu d'une famille d'artistes, donc du coup, j'ai toujours baigné dedans. Un papa marionnettiste? Un papa marionnettiste, une maman qui faisait des marionnettes avec mon père. Ils avaient une troupe. Du coup, j'allais souvent dans l'atelier. Je faisais fabriquer moi-même mes petites marionnettes. Mon père aussi est musicien, donc il composait de la musique, tous les éclairages et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai baigné dedans directement, quoi, on va dire. Donc j'ai toujours su ce que je voulais faire. Moi, je sais que je voulais travailler dans l'image, dans la peinture, depuis tout petit. C'était là où j'avais des bonnes notes, on va dire. Donc je suis resté là-dessus. Voilà. J'ai pas trop changé de camp. Peut-être une touche peinture que vos parents n'avaient pas. Mon père dessine, il fait de la peinture aussi un peu, mais pas en version comme moi je fais aujourd'hui, c'est clair. Est-ce que c'est si évident que ça, d'en faire son métier, Isabelle Salio? De se dire, je vais être artiste dans la vie et je vais essayer de gagner ma vie avec? Artiste, je ne sais pas. C'est sans doute moins évident que moi qui travaille plutôt avec et pour les artistes. Ouais. Mais cela dit, pour ma part, j'ai changé d'orientation. Ça n'a pas été linéaire pour en arriver là. Et il a fallu reprendre les études, faire des stages qui conviennent bien. Puis c'est des rencontres, c'est surtout. Tout ça, évidemment, c'est des bonnes rencontres pour arriver au point où on le souhaite. Vous aussi, ça a été l'histoire d'une rencontre, Mélanie Reynel, la Petite Académie? Oui, un réseau vraiment à mon image, c'est-à-dire très créatif, très ouvert, avec des valeurs fortes. Ça a été un vrai tournant pour moi aussi. Et puis, des rencontres, se former, et puis vraiment travailler dans ce qu'on aime, c'est une chance. Et le fait de voir que
vos parents disent mon fils va être aussi artiste, ça les a fait peur ou pas Non, du tout? pas Ils se du sont tout, dit, non. c'est très bien. Ouais, au contraire, même une fierté, on va dire, une fierté familiale, ouais. Et, Pour suivre l'œuvre familiale. ouais, c'est presque. ça, ouais. C'est vrai que j'ai un oncle qui est un grand cuisinier français, j'ai ma grand-mère qui est costumière de théâtre, mon grand-père qui était sculpteur sur bois, donc c'est vrai qu'on est, Ils on vous est ont inspiré affiliés. confiance presque. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais trop... ça n'a jamais été très difficile, en fait, de réussir à en vivre. Ça a tout de suite marché, entre guillemets, avec les gens. Je ne suis pas un peintre maudit qui reste dans son atelier ou dans sa cave et qui ne veut pas montrer ses tableaux. Oui. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je vais plutôt exploser. J'aime bien quand il y a un public, j'aime bien quand il y a une relation avec les autres. Et vous aimez faire réagir, on va voir Ouais, ça c'est tout ça. à l'heure. On va plonger dans quelques instants dans vos disciplines respectives. À notre tour de vous présenter ce matin un métier qui mêle art et technicité. Immersion ce matin dans l'univers du tailleur de pierre avec Evan. Oui, salut Anne Fontet. Ce matin, je suis à Louvigné du Désert, à la frontière entre la Bretagne et la Normandie, pour vous faire découvrir une formation qui prépare les futurs tailleurs de pierre. Alors ça, c'est une de leurs réalisations. Et vous allez voir qu'ici, c'est hyper technique. Notre visite, elle va commencer avec Claudine. Bonjour Claudine. Alors vous intervenez en amont de chaque réalisation. Vous préparez les étudiants à tout ce qui va être dessin, préparation industrielle. Expliquez-nous comment on prépare la taille d'une pierre. Voilà, c'est ça. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est formation dans les travaux préparatoires, donc tout ce qui est dessin technique, visualisation dans l'espace. Ensuite, tout ce qui est visualisation des formes assistées sur ordinateur pour en sortir les modes opératoires de taille. Donc par exemple, sur ce sujet ici que vous allez voir en façonnage à l'atelier. Donc c'est un élément mouluré, donc assez complexe, comme vous pouvez le voir, que les moulures sont très fines. Donc en fait, chez vous, on fait les sujets, c'est ça en fait. C'est modéliser en 3D une pièce Voilà, en pierre et et ensuite, eux, ils doivent sortir les gabarits nécessaires à la taille, préparer le mode opératoire de taille, donc toutes les techniques nécessaires qu'ils vont utiliser pour pouvoir donner la forme à leur bloc pour que nous, en amont, on puisse corriger leur méthode de travail, etc. Donc le métier de tailleur de pierre a quand même bien évolué. Maintenant, il faut savoir se servir de l'informatique. Ah, exactement, le métier de la pierre a beaucoup évolué. On a le domaine numérique qui est entré dans la partie formation. Bon, et puis tout à l'heure, on vous montrera une machine qui découpe les pierres aussi de manière numérique, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Claudine. Et maintenant, on va aller voir Alain, qui lui est plutôt en charge de la formation pratique. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, vous êtes dans le métier de la taille de pierre depuis 50 ans. Oui, Vous êtes tombé très tôt dans la marmite. Oui, je suis issu d'une très vieille famille de granitiers et de tailleurs de pierre depuis 1800 et quelques. Donc, Et alors, comment est-ce que vous taillez les pierres ici ? Il y a plusieurs techniques. Celle qu'on voit derrière nous, c'est une technique manuelle. voilà, donc ce qui est important dans notre métier, c'est de maîtriser l'outil. Donc c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance au travail manuel. On peut s'approcher pour voir oui, comment est-ce que... complètement. Alors expliquez-nous là ce qu'est en train de réaliser votre étudiant. Alors là, il est en train d'enlever la matière avec un poinçon, la façon traditionnelle. Donc il a un poinçon en tungstène avec une massette. Et donc il élimine le maximum de matière pour pouvoir effectuer ensuite une ciselure. Et alors il travaille sur quel type de pierre ? Alors là, il travaille sur un granit breton, c'est du granit de Gourin qui est extrait dans le Morbihan. C'est un granit jaune qui est très agréable à travailler et il a une jolie couleur. Donc c'est pour ça qu'on le travaille énormément ici. Mais ça c'est pas du granit par Ah exemple. non, on travaille aussi également divers matériaux. Là, c'est du calcaire qui vient de l'Oise, c'est du Saint-Maximin. Et là, du Richemont également, qui vient de la région parisienne. Donc en fait, quand on est tailleur de pierre, il faut savoir s'adapter à tous les matériaux. Voilà, parce qu'un tailleur de pierre est appelé à bouger au cours de sa carrière. Et c'est bien de savoir travailler un matériau dur et un matériau tendre. Après, On précise qu'ils sont tous en apprentissage, donc Voilà. ils sont déjà dans des entreprises. Voilà, donc Romain, lui, travaille dans une entreprise où ils font de la cheminée et du bâtiment. Et Étienne travaille dans une entreprise où il travaille énormément la pierre de Caen. Et il fait beaucoup de cheminées, du bâtiment et vraiment des belles pièces. Bon, écoutez, on va vous retrouver parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Et on va leur faire rallumer les machines parce que la taille de pierre, ça se fait maintenant aussi à la machine. Donc à tout à l'heure. Et non, vous n'avez pas bégayé, vous étiez parfait. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Alors les arts, c'est un vaste terrain de jeu. À Château-Géron, le festival Cirque ou Presque marque son grand retour avec une certaine impatience, j'imagine. Isabelle Salio. Oui, oui, complètement. C'est vrai que c'est déjà un festival qui est organisé en biennale. Ouais. Et comme ça a été annulé en 2020, eh bien, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas revu sur le territoire. Alors ça fait 11 ans que vous présentez à chaque édition les formes contemporaines du cirque. Il n'y a pas que les clowns et les jongleurs, contrairement aux idées reçues. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est une évidence pour vous, mais bon, oui, c'est un peu l'image du cirque qu'on a régulièrement. Mais ça n'est pas pour tout le monde, en effet. Non, là, on est vraiment sur le cirque contemporain. C'est ça, c'est une discipline où il y a du théâtre, il peut y avoir des chorégraphies, je vous dis des musiciens en live. C'est très, très, très diversifié, avec plein d'agrès possibles. Là, on a même une compagnie cette année qui utilise la guitare comme agrès, donc avec le petit cirque. Ouais. Donc c'est hyper large et puis ça se passe à la fois sous chapiteau mais aussi en plein air. Et puis le cirque contemporain, ça se passe aussi de plus en plus dans des salles, en fait, dans des théâtres, des centres culturels. C'est vraiment bien ancré aujourd'hui dans les disciplines artistiques. Et peut-être quels sont vos coups de cœur pour cette édition 2022 ? Alors, coup de cœur, la tête d'affiche, là, justement, le petit cirque. Ouais. Qui est une compagnie qui vient du 22 au départ, des Côtes d'Armor. Et donc là, qui utilise justement ce fil rouge des cordes, guitare, contrebasse, autour de performances sur des cerceaux aériens, du cadre coréen. Et c'est très généreux, c'est tout en sensibilité, en humour. C'est vraiment complet aussi, on passe par pas mal de stades au niveau des émotions. Donc voilà, il y a ce spectacle-là sous chapiteau. En plein air, je pourrais aussi en citer 2. On a Avis de tempête. Donc là, on est vraiment sur une grande structure aérienne avec des disciplines acrobatiques. Et puis avec des musiciens en live. Donc c'est très rock'n'roll aussi comme ambiance. Donc ça, c'est vraiment pour des grandes capacités en plein air. Et on a aussi dans le même genre une grande structure métallique qui va être la roue de la mort. La roue de la mort avec la compagnie La Meute. Donc ça, c'est un ancien agrès traditionnel avec, je ne sais pas si vous voyez, 2 roues là, qui tournent. Bascule. C'est très impressionnant. Ouais. Ça fait même peur quand on est public. Donc là, on a 3 artistes de la compagnie de La Meute qui vont nous montrer un spectacle autour de l'absurde et de l'humour, mais mêlant la peur aussi et l'audace. Où est-ce que vous allez chercher tous ces artistes ? J'imagine que c'est un travail de fourmi tout au long de l'année, justement. Oui, c'est ça, toute l'année. Donc il y a des festivals phares où il faut être. Notamment un festival à Auch dans le Gers qui s'appelle Circa. C'est vraiment le lieu. C'est là où vous allez chercher trouver les pépites. Voilà, où on les voit en avant-première. Ça, c'est au mois d'octobre chaque année. Et puis après, de ci, de là, je sais que je vais à Granville aussi pour un festival de rue où je trouve pas mal d'artistes. Et puis toute l'année, dans des salles, dans des festivals en plein air, etc. Mélanie Reynal, est-ce que vous êtes sensible au monde du cirque ? Oui, tout à fait. Voilà, nous, on fait lien aussi avec le théâtre à la Petite Académie. On est beaucoup sur des jeux d'improvisation parce qu'à partir de 4 ans, on n'a pas encore de texte ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est là où on va s'épanouir sur effectivement cet art du cirque avec les clowns par exemple, les postures, apprendre à jouer, à faire rire les autres, à les faire réagir. Est-ce que vous diriez qu'avec les années, l'image du cirque a évolué ? Oui, complètement. Ouais. Au bout de 10 ans déjà l'image du cirque, alors déjà le cirque contemporain, on en voit de plus en plus, ça me semble bien installé, même si en effet plein de personnes encore... Pense au clown et au jonglage. Et s'attendent à voir des lions. Il y en a encore des gens qui notamment, sont surpris. Oui, parce qu'on organise des rencontres scolaires toujours en amont du festival, comme les compagnies sous chapiteau viennent une semaine avant pour s'installer, pour répéter. Donc on en profite pour accueillir 10-15 classes qui vont voir des répétitions publiques.
Et donc on prépare ces rencontres, parce que si on ne les prépare pas, on aura toujours des questions. Mais est-ce qu'on peut voir les lions Il est où le dompteur Toujours. Ouais. Donc en effet, il y a vraiment un travail de sensibilisation qu'il faut continuer à avoir. Alors, le monde des arts est petit, puisque vous travaillez aussi avec le festival Cirque ou Presque. Quel est l'objet de votre collaboration? Parce qu'on ne le savait pas en vous invitant tous les deux C'est un ce hasard. matin. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Moi, je vais faire une peinture suspendue sur corde D'accord. dans les arbres. On tend une grande toile de 11 mètres sur 3 mètres, 4 mètres. Et l'idée, c'est de peindre, d'utiliser la hauteur de l'arbre et de peindre dans les airs, avec une partie du public qui sera aussi encordée, donc qui verra l'œuvre se faire dans les airs aussi, quoi. D'accord. Donc ils seront obligés de monter sur une corde, de se hisser, et donc ils peuvent avoir une vue en plongée sur le tableau. Parce qu'une en vue train à de se faire. 360, puisqu'en fonction de là où on se situe, Ouais, c'est c'est ça. pas le même spectacle. C'est ça, ouais. Mm. Donc c'est plutôt une performance picturale Ouais. qui va durer 2 jours. Ça vous arrive beaucoup de faire des performances comme celle-ci sur un temps court avec des artistes de la région? Oui, à chaque fois, en effet. Là, notamment, c'est avec une médiathèque, Gilda de la médiathèque de Saint-Aubin-du-Pavail, qui adore monter des projets participatifs et artistiques. Donc, en effet, il y a EOL qui sera hissé. Donc, le public aussi avec une association bout de branche qui permet de hisser le public pour accrocher du rêve. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis, on aura aussi une association en bas qui fait du tricot, qui va se mêler aussi au projet. Alors, tout ça, c'est en construction. Il y aura un peu la découverte de tout ça sur place. Assaut du temps des possibles. Alors, à la Petite Académie, il y en a aussi pour tous les âges et pour tous les goûts. Quel est le leitmotiv un petit peu de cette Petite Académie qui se trouve à Rennes? Bon, c'est de passer un bon moment tous ensemble autour d'un loisir créatif. Et puis d'apprendre aussi les bases du dessin, de la sculpture à travers des œuvres d'art. On s'inspire à chaque fois. Et puis chacun fait sa petite œuvre d'art avec sa propre sensibilité. Ça donne des super résultats. Alors, vous proposez des activités dès 4 ans. Est-ce que les enfants qui fréquentent votre établissement, ils viennent parce qu'ils ont une vraie appétence, ou est-ce que c'est les parents qui leur disent « Ah bon, allez, c'est chouette de faire une activité artistique, allez-y ». On va dire un petit peu des deux, honnêtement. Mais en général, voilà, ils passent de toute façon un bon moment. Ouais. Et puis, non, en général, c'est des enfants qui, déjà à la maison, dessinent beaucoup, colorient, passent du temps sur ce genre d'activité. Ouais. Et quelles sont les activités qui remportent un franc succès chez ce jeune public? C'est plutôt le dessin, la peinture La sculpture, ils sont tous déjà mettre les mains dedans et tout. Enfin, là, c'est très ludique, ils adorent ça. Merci et puis, l'école. Voilà. Et puis la peinture, évidemment, créer ses propres couleurs. Et puis apprendre, ils rentrent à la maison, ils ont compris, les constructions, l'architecture, le portrait, tout ça. Ça rentre dans leurs petites habitudes et puis ils aiment bien, ils progressent, c'est assez chouette. Et puis... à la fin, on fait des petites expositions. Souvent, à la fin, on fait une belle table où on montre tous les tableaux, toutes les petites sculptures. Et c'est assez chouette de voir, justement, de 4 ans à 12 ans, qu'est-ce que ça peut donner. Vous avez eu l'occasion, Jeanne, de fréquenter ce genre d'établissement EOL pour... Moi j'ai pris des cours de dessin aussi quand j'étais plus petit, vers, je devais avoir 8-9 ans, 10 ans. Et ça allait, j'étais assez doué, j'étais assez bon. On m'avait même proposé de faire les cours du soir, mais c'était interdit parce que du coup, il y avait des modèles nus. Et j'étais trop petit. D'accord. Alors que moi, je voulais y aller, j'étais là, si, c'est bien. Alors, vous accueillez aussi à la Petite Académie de Rennes un public adulte. Et pour le coup, quel est le profil de ces participants? J'imagine que ça change par rapport aux enfants qui arrivent sans objectif précis, mais qui ont juste envie de passer un bon moment. On a les deux. On a les parents, justement, des fois qui mettent leurs enfants, ils se disent « Ah, moi, j'aimerais bien aussi », donc ils viennent tester. Des débutants et puis des plus confirmés. Il y a vraiment une bienveillance, de l'entraide. C'est assez chouette. On peut apprendre les bases, tout comme se perfectionner, puisqu'on a tout le matériel à disposition. C'est ça qui est sympa dans un atelier, c'est qu'on peut tester plein de techniques. Ça permet de ne pas avoir tout à la maison, d'avoir un espace dédié à ça. Est-ce que souvent, ces adultes qui arrivent vous disent, je n'ai jamais osé, enfin, j'essaye de me... Complètement. Ouais. Et puis c'est un temps pour soi. On voit aussi là, on aime bien. Allez, on se dit c'est 2 heures pour moi. Des fois on va faire des super choses. Des fois on va tester. On va être content. À la fin de toute façon de ce qui sort. C'est assez chouette. Pour celles et ceux qui nous regardent ce matin et qui se disent non, moi j'ose toujours pas. Quel est le conseil que vous leur donneriez? Il faut venir. De toute façon, on fait toujours des essais. On voit si ça fonctionne, si ça convient. Et puis suivant le groupe qu'il va y avoir, souvent, on va avoir envie de les revoir, tout simplement. Et puis, on a plein de propositions de sujets, que ce soit contemporains ou très classiques. Donc, il y en a pour tous les goûts.
Quand on fait de l'art, est-ce que selon vous, vous vous dites il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif, de l'inné? Chacun peut y trouver finalement son petit truc. Isabelle Saliot? Ah oui, bah, complètement, oui. Je pense que ouais, l'intuitif, on y fait appel sans arrêt. Même moi, quand je fais de la programmation, c'est vraiment de l'intuitif. J'essaie de mettre la raison de côté. Il faut que le cœur parle, évidemment. C'est un petit peu bisounours de dire ça, mais en même temps, moi, je me laisse vraiment porter par ça. Tant que je peux. C'est le cœur qui parle toujours. Pareil. Et LG Froid. C'est que l'intuitif aussi. J'essaye de ne pas trop intellectualiser mon art, justement, pour garder cette fraîcheur et cette liberté d'aller là où j'ai envie d'y aller, ou même des fois par surprise aussi. Ouais. Un mur va plus te parler qu'un autre, tout ça parce qu'il y a un arbre à côté ou la couleur du toit à côté. On va découvrir justement dans quelques instants votre travail et LG Froid. Mais je vous propose, avant de retourner à Louvigny du désert, à la découverte du métier de tailleur de pierre avec Evan. Alors, Anne Fonté, cette machine derrière moi taille des pierres toute seule. Claudine, vous allez nous en parler. C'est un peu votre petit bijou ici. C'est une machine qui donc fait de la taille, mais qui ne remplace pas pour autant l'homme. Non, tout à fait. C'est un centre d'usinage, donc 4 axes, qui permet de faciliter le travail d'ébauche, notamment aux tailleurs de pierre, mais aussi de répondre à un marché plus important, donc c'est-à-dire de programmer la machine la nuit pour préparer les pièces de façon à laisser le travail de finition et de taille donc à l'homme dans la journée. Et donc les étudiants ici apprennent à se servir de ce type de machine. Voilà exactement tout ce qui est la fabrication en amont assistée sur ordinateur pour passer ensuite sur la machine à l'usinage donc des pièces. Et là, il y en a pour combien de temps à travailler la pièce? Une pièce qui, à la phase de la finition, là, on en a pour à peine 1 heure. Donc le façonnage complet de cette pièce, c'est 1h45. Donc vous voyez, c'est un gain de temps et il y a une précision parfaite et elle est faite en toute sécurité parce qu'il y a aussi ce côté sécurité qu'il faut bien tenir compte, quoi. Bon bah, merci beaucoup, Claudine. Merci. On continue la visite de l'atelier. On a plein de gens à voir en peu de temps. Maintenant, on va aller rencontrer Étienne, qui lui est étudiant ici. Bonjour à tous. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, d'habitude, il faut imaginer qu'il y a un boucan d'enfer ici. On vous a demandé d'arrêter les machines et de tailler à la main pour qu'on puisse t'entendre. J'aimerais que tu nous parles de ton projet. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler dans la taille de pierre? Alors, avant ça, j'étais architecte. Et il y a 3 ans, j'ai décidé d'aller sur les chantiers, de devenir ouvrier. J'ai eu l'occasion de voir, de travailler avec des ouvriers avant en tant qu'architecte. Mais voilà, j'avais besoin de... Mieux les comprendre, en fait, c'est ça? Ouais, alors c'est pas non plus, c'est pas une autre espèce, mais c'est juste que voilà, le travail, l'architecture, c'est un tout, mais ça commence par le détail de la construction. Et il est essentiel pour moi de comprendre ça, de le maîtriser en fait. Donc, et là, tu réalises quoi? Une pierre, une base de colonne, un exercice en pierre semi-ferme, ou ferme même, je pense. C'est un calcaire de Bourgogne. Bon bah, je te laisse travailler, merci beaucoup. Merci. On va retourner maintenant voir Alain qui est en train de papoter. Alain, vous venez nous parler de vos équipements. Donc comme je disais tout à l'heure, les machines elles ont été arrêtées pour les besoins du tournage, mais on tenait quand même à vous les montrer parce que le tailleur de pierre d'aujourd'hui, il ne travaille pas qu'à la main. Non, effectivement. Donc, pour avancer dans le travail, on utilise des disques diamantés. On les utilise à sec. Donc, comme on a un système d'aspiration, donc il n'y a aucun souci qui est aspiré. Donc, on a des disques de 230 et on a également des disques de 125, également au diamant. Et donc, des burins pneumatiques. Là, je fais style, je connais, mais j'avoue que vous me l'aviez soufflé. Ce sont des marteaux pneumatiques. Ah oui, pardon. Donc voilà, ça a exactement le même usage que la massette, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un piston et qui percute l'outil. Donc, on met soit des ciseaux au tungstène, et au lieu d'avoir la massette et de tenir le ciseau dans la main, c'est le pistolet, avec une gâchette, on appuie plus ou moins fort dessus pour faire une percussion. Bon bah très bien, merci beaucoup Alain. Voilà. Et on n'a déjà plus beaucoup de temps, mais je voulais juste qu'on vous montre rapidement une des réalisations faites par les étudiants. Elle se trouve juste derrière. C'est cette tour réalisée en granit. Et ça, c'est vraiment la classe. Et Alain, je suis désolé, vous n'avez plus le temps d'en parler. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est très belle. Je vous remercie. Donc, c'est une œuvre qui a été faite sur 4 ans, où les CAP en taille de pierre et les BP sont intervenus. Donc, l'objectif, c'était de travailler en équipe
et de montrer un certain savoir-faire avec un escalier à noyau Eh oui. qui est très fonctionnel. Et ben voilà, on l'a montré. Merci beaucoup. À tout à De rien. l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci beaucoup. Et Olgefro, on en vient à votre travail maintenant. Vous aimez ce qui est grand, les grandes dimensions. Oui. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai des grands bras. Et que vous êtes très grand aussi, on Ouais, ne le voit pas. je suis assez grand. ouais. Ouais. Non, bah, c'est venu petit à petit. Alors, je pense la genèse de cette idée-là, c'est... je suis parti habiter 1 an à Barcelone, Ouais. quand j'avais 22, 23 ans, là. Et c'est là où j'ai découvert vraiment le monde de la fresque grand format, sur des grands murs, Ouais. avec vraiment un lâcher-prise, de la peinture avec des coulures, du fluo, des collages d'affiches par-dessus. C'est vrai qu'en France, il y a un côté un petit peu plus... Conservateur. Ouais, conservateur, un peu plus intellectuel. Le graffiti, c'est le graffiti. La peinture, c'est en atelier. Quand on expose, c'est dans une galerie. Vous explosez Et, toutes ces barrières. et moi, j'étais là, non, mais c'est bon, quoi. Enfin, on est au 21e siècle, là. On peut casser les codes, quand même, aujourd'hui. Et Le street art naissant, en plus, arrivant Ouais. depuis 25 ans, qui devenait à la mode déjà à l'époque. Ouais, je me suis dit, non, mais c'est ça qu'il faut faire. Enfin, Et comment on en vient à s'attaquer au toit d'un immeuble? On va voir la réalisation finale le toit, de cette... on balance des sauts de œuvre. peinture sur le toit, et puis ça fait quelque chose à la fin, quoi. Pourquoi le homard? Alors, c'est une langoustine. Et, Pardon. Excusez-moi. Vannes est un ancien port de pêche. Le bâtiment sur lequel j'ai peint, c'est un ancien bâtiment de la DDE. D'accord. Donc la DDE, pour moi, la couleur des travaux, c'était un peu le orange. Et donc il fallait que je trouve un animal qui soit marin, orange, et qui ait aussi une utilité avec des pinces, Ouais. qui ait une fonctionnalité, en tout cas, comme si les pinces devenaient des outils. Donc les outils des travailleurs qui bossent sur les routes ou qui travaillent sur les chantiers pour refaire les routes et compagnie, quoi. Donc du coup, je trouvais ça sympa de mélanger cet animal-là. Et puis il y avait aussi la longueur du toit. Oui, parce que là, ça a l'air tout petit, mais ça mesure combien là? Ouais, le toit, il fait 70 mètres de long, Ouais, c'est ça. sur 10 mètres de large à peu près. Donc ça a été réalisé en une journée. En une journée? Ouais, j'ai commencé le matin et puis j'ai fini le soir, quoi. Les fresques, j'imagine, c'est un must chez les tout-petits quand vous faites des activités artistiques aussi? Ouais, on a parlé ensemble justement. Ouais, ils adorent ça. Ouais. Ouais. C'est super, c'est un travail de groupe et puis en même temps, chacun peut apporter sa patte. Ouais. Et justement, tu parlais de grandeur. Alors là, ça les dépasse, c'est génial. Ouais. Il vous arrive de travailler avec des enfants? Qu'est-ce qui vous Bien plaît sûr, ouais. dans ces Les moments enfants, c'est d'échange? la spontanéité aussi, le Ouais. sourire. Eux, ils sont toujours partants, en fait, quelque part. Ils ont pas de questionnement sur « ouais, mais alors l'art, pour moi… » Eux, ils y vont, quoi, en fait. C'était Ils quoi cherchent l'objet pas de vraiment. cette co-création avec des tout-petits? Ça s'appelle Aero Kids. Donc Ouais. l'idée, c'est vu que je fais beaucoup de peintures sur corde ou des peintures en hauteur, c'était aussi de les amener, comme moi, à avoir cette dimension-là de hauteur. Ouais. Donc là, les enfants, ils sont à 10-15 mètres en haut des arbres, en train de peindre. Et là, ils font un coloriage géant. Donc c'est une grande toile tendue dans les arbres, entre deux arbres. Et on a créé un système avec l'Asso des Cimes. Donc c'est une association avec qui je travaille depuis presque 20 ans maintenant, où on invente des systèmes, un peu comme des agrès de cirque, où on invente des nouveaux systèmes pour aller peindre en hauteur, en temps record, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est nacelle, on enlève tout ce qui est échafaudage, et du coup l'artiste devient aérien et se fait catapulter sur des bâtiments. Vous auriez pu être un personnage de cirque. Ouais, c'est ça. Moi, l'idée, c'est de me mettre une petite cape avec des lunettes d'aviateur et puis d'y aller, quoi. Alors, vous êtes aussi attaqué au patrimoine bâti comme ces peintures sur des châteaux d'eau qu'on va voir. Qu'est-ce qui vous plaît dans s'emparer d'un lieu existant, d'une histoire Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Ce qui me plaît, c'est de laisser une œuvre pérenne aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est de la faire déjà, d'être animé par un projet que je ne maîtrise pas, avec des nouveaux clients. Donc c'est aussi la rencontre avec les gens, quand même, beaucoup. Et puis, il y a un challenge, il y a un défi, que ce soit technique, humain. Il faut faire une maquette avant, ça leur plaît pas, il faut refaire une maquette. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, ça met un an et demi avant de se faire, alors que la peinture, elle va se faire en 5 jours. Ouais. Donc voilà, des fois, c'est un peu déraisonné dans ce sens-là, en disant, bon, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus facile, mais bon, on est dans un monde et dans un pays qui aimons bien la hiérarchie,
avec le protocole. Voilà, il faut bien faire son travail. Et puis, Je crois que le message est bien passé. Parfois, vos œuvres font réagir, comme ça a été le cas à Tréguenec en 2017 dans le Finistère, sur le mur de l'Atlantique. Comment vous avez réagi à ça? Bah, je crois que c'est normal aussi, quelque part. Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, racontez un petit peu en quelques mots l'objet de la polémique. En fait, je suis venu, je faisais des repérages sur Internet pour aller peindre sur un grand mur. Donc j'ai cherché un grand mur en Bretagne. Alors le plus idéalement possible au bord de la mer, parce que c'est vrai que j'adore la mer. Et je suis tombé sur ce mur-là, le mur de l'Atlantique, là, donc du coup à Tréguenec, où sur les photos on voyait une ancienne usine de concassage de galets, fabriquée par les Allemands, enfin fabriquée par les Bretons de l'époque, qui forçaient les Bretons à le construire. Et je trouvais ce mur-là glauque, austère, espèce de mur marron, noir, qui fait 250 mètres de long et qui est en front de mer, comme ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible, là on est en pays bigoudin, c'est la bigoudaine, c'est chez elle ici. Et donc du coup, je me suis attaqué à ce mur-là en pleine nuit. Oui, c'est ça, parce que vous n'avez pas fait les choses voilà, dans les formes. Voilà, j'y suis allé en me disant, bon, de toute façon, il y a déjà des graffitis dessus. Le mur est déjà dégradé par les vandales graffeurs. Et je me suis dit, bon, ben voilà, le mur est déjà colorié. Je viens juste remettre une couche dessus Sauf que... pour l'actualiser un peu, quoi. Sauf que... Sauf que oui, il y a eu un policier qui est passé et qui m'a dit d'arrêter tout de suite parce que j'attaquais du patrimoine bâti historique et qu'on ne touchait pas au patrimoine comme ça, quoi. Et il me dit, j'ai rien contre votre fresque, je l'adore, mais vous n'avez pas le droit d'être là, quoi. Sauf que j'avais déjà plus ou moins terminé ma fresque. Et, elle y est toujours ou pas? Ou ouais, est-ce qu'elle a disparu? Toujours. Alors elle s'est un peu dégradée avec le temps aussi, parce qu'avec l'iode et l'air marin, tout ça, ça s'abîme plus vite. Et elle a été aussi vandalisée. Ma fresque a été vandalisée par d'autres artistes. Et donc moi, je suis revenu parce qu'il avait mis des bulles de BD en écrivant des bêtises. Ouais, on va dire ça du comme coup, ça. J'avais effacé, et puis j'avais redit, on a la tête dure comme du granit. Après la pluie vient le beau temps. Éole sera toujours là. Enfin voilà, j'avais concocté comme ça ma petite histoire. Isabelle Salou, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il faut que l'art fasse réagir dans le bon sens comme dans le mauvais sens? Ah oui, ouais, complètement. Oui, comme je travaille depuis 20 ans dans la programmation à la culture, il faut que ça interpelle, évidemment, à tous les niveaux. Alors de là à choquer, à voir quelles sont les formes, comment, mais oui, il faut sortir de son confort. Dans cette fresque-là, du coup, donc j'avais pas d'autorisation pour le faire. J'ai reçu un courrier du patrimoine qui m'a bien dit que si je revenais, je me prenais une grosse amende, que je devais renettoyer le mur. J'ai dit, il faut que je repeigne en noir, quoi. Du coup, en gros, c'est ça que vous me demandez de faire. Mais les gens là-bas, du coup, ils se sont dit, non, mais ça, maintenant, c'est chez nous, c'est à nous, ça. Et donc, ils se l'ont approprié et ils ont dit, non, mais ça devient même, à la limite, un lieu de pèlerinage. Il y a les bigoudaines qui sont là. Les touristes, ils ont vu ça. Donc, maintenant, ça a fait parler les gens. Moi, le lendemain matin, quand j'ai fini ma fresque, il y a eu 2 000 à 3 000 personnes qui sont venues devant la fresque. Parce qu'il y a eu des articles de presse, ça avait été relayé. Et moi, le matin, je me réveille, je dormais dans ma voiture. Je me suis réveillé, j'ai vu 500 voitures arriver d'un coup, tout le monde sortir les appareils photo, les caméras. C'est ça aussi la puissance de l'art, quoi. France 3 est venu assez vite. Enfin voilà, c'était ça. C'était rigolo, quoi. Moi, je pensais être tranquille, mais dans un tout autre style, plus original, vous mêlez aussi peinture et spectacle. On va regarder un extrait, quelques secondes. Surprenant et Geoffroy. Est-ce que c'est la musique qui dirige le pinceau ou est-ce que c'est l'inverse? Voilà, c'est l'histoire d'un peintre qui n'a pas d'inspiration. Il arrive devant sa toile blanche et puis voilà, il sait pas quoi faire. Et les musiciens sont là justement pour l'énerver un peu, pour le réveiller un peu en disant non mais vas-y là, il faut que tu y ailles maintenant. Donc il m'embête un peu tout le long du spectacle. Donc il y a des petites gamelles, ils récupèrent les tableaux, ils partent avec. C'est comique, familial, tout public.
Non, ce spectacle-là, je suis très content de le faire. En plus, avec 8 musiciens qui sont tous aussi doués les uns que les autres, au conservatoire et tout ça. Donc du coup, c'est un bon moment. Donc c'est peintre, acrobatique, un peu n'arrêtez pas de créer, en tout clown, cas. et puis, ouais, c'est ça. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Louvigné du désert ce matin. Evan s'est rendu dans un centre de formation qui prépare au métier de tailleur de pierre. On s'est mis un petit peu au calme, hein. L'atelier est juste à côté, mais ici c'est le showroom avec les réalisations des étudiants. Eric, vous êtes le directeur de la formation. Il y a de quoi être fier quand on voit toutes les belles réalisations qu'ils ont fait vos petits protégés. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme on vous l'a dit à l'atelier, hein, on travaille sur les métiers de taille de pierre et les métiers de la marbrerie. Donc là, ce sont les œuvres des apprentis. Il y a des très belles choses qui sont faites depuis plusieurs années. En combien de temps est-ce qu'on peut devenir tailleur de pierre? La formation, elle dure combien de temps ici? Alors, la formation dure au maximum 4 ans. Donc, soit d'abord 2 ans de CAP, qui peut être réduit à 1 an si la personne a fait un autre parcours, et ensuite 2 ans de brevet professionnel. Et c'est accessible à tout âge? Et c'est accessible à tout âge, alors majoritairement quand même à des jeunes de 16, 25, 16, 30. Après, on accueille des personnes en reconversion professionnelle. Bon alors, restez là, on va vous parler d'une petite chose un petit peu originale, mais avant, j'aimerais qu'on rencontre Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association IG Granit de Bretagne. Tout à fait. IG, ça veut dire quoi? IG, donc pour indication géographique. Ça veut dire que c'est comme le fromage, comme les AOP pour le fromage? Oui, tout à fait. En 2015, on a eu une évolution sur la loi justement qui régit les indications géographiques. Elle s'est étendue aux produits artisanaux. Et donc, ça nous a permis, via l'association qui a été créée en 2015, de pouvoir, en 2017, déposer une demande auprès de l'INPI et avoir, du coup, la création de notre indication géographique. Et alors, brièvement, votre métier, vous, ça consiste en quoi? Alors, nous, la profession granitière bretonne, donc c'est des carrières et des ateliers de transformation. Et comment est-ce que vous jugez le milieu de la taille de pierre? Est-ce que c'est un secteur où il y a des débouchés ou pas trop? Comment ça, un jeune qui a envie de se lancer, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Alors, aujourd'hui, on va dire le profil type, finalement, c'est quelqu'un de motivé et qui a envie de s'investir, comme nous, on s'investit au quotidien de nos entreprises. Et dans les projets sur lesquels vous travaillez, c'est des maisons, ce sont des restaurations de monuments nationaux, c'est quoi? Alors, notre profession regroupe plusieurs activités. Il y a une activité voirie bâtiment et une activité plutôt funéraire et décoration. Ok, mais on a aussi des étudiants qui vont travailler sur des restaurations, par exemple, du Mont-Saint-Michel ou d'autres monuments comme ça. Actuellement, via mon entreprise SCB, on fournit des pièces qui permettent d'effectuer des réparations sur l'abbaye du Mont-Saint-Michel. La classe. Bon, merci beaucoup. C'est rapide, mais je voulais quand même, Eric, qu'on vous retrouve une dernière fois, parce qu'ici, on ne le sait pas, mais vous formez des champions du monde de la taille de pierre. Exactement. On vient d'être retenu pour être centre d'excellence olympiade des métiers, WorldSkill. Et donc, on a un jeune qu'on prépare, on accueille l'équipe de France et on a un jeune de notre établissement qui est susceptible de partir à Shanghai au mois d'octobre 2020. Se confronter au 2022, vous voulez dire? 2022, pardon, oui. Se confronter donc au meilleur du monde. Au meilleur du monde. Et peut-être devenir le champion du monde de la taille de pierre. Exactement. La classe. Merci beaucoup. Merci. On n'a déjà plus le temps, mais ça, c'est à cause de toi, Nfonté. Tu parles trop. Et bon, comme on dit ici, je ne te jette pas la pierre. Super cette blague. Merci beaucoup, Evan. À demain. On arrive bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce que ça vous procure au quotidien, cette fibre créative que vous usez au quotidien? Beaucoup de joie. Ouais. Le plaisir d'aller au travail, ça c'est quand même sympa. Et puis voilà, sans arrêt des rencontres avec des enfants, des adultes, ça c'est chouette. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que ça a été un pansement pendant ces 3 dernières années? Je suis un peu brutale, mais avec le Covid, ce climat parfois un peu anxiogène. D'avoir la fibre, oui, d'avoir la fibre artistique, ça a été un pansement. Après, moi, j'ai organisé moins de choses, donc ça a été aussi une double difficile. peine. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne un supplément d'âme à la vie quotidienne, en effet. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, toutes ces collaborations, ces projets à foison? Moi, je rigole tout le temps. C'est le sourire, j'ai envie de dire. C'est l'aspect récréatif de nos métiers qui est...
on a l'impression de ne pas être sérieux, alors qu'on l'est quand même, puisqu'il faut asseoir un projet, il faut bien le faire. Ouais. Mais comme tu dis, c'est la rencontre, c'est les enfants, tu restes un peu un gamin toute ta vie. Et finalement, c'est pas déplaisant. Ouais, et pour vous, la culture doit s'ouvrir à tous, même à celles et ceux qui n'osent pas, se disent c'est pas pour moi, c'est trop élitiste parfois. Non, il faut tenter. Hein. C'est pour ça qu'on fait des stages aussi, ou des ateliers pour les gens. Hein. Ça va de 7 à 77 ans. Moi, je fais des projets dans les centres pénitentiaires avec des gens qui prennent des médicaments, qui sont addicts, enfin plein de publics comme ça qui sont pas qui sont pas censés le faire. Et puis ça y est, c'est parti quoi. Une fois qu'ils sont partis, ils oublient de manger, ils oublient d'aller en pause. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain.